Alors nous donnons la parole à Madame Aurora Fringue pour l'évaluation de l'effet anti-inflammatoire de l'insufflation intrapéritonéale du CO2 sur la colite induite au DSS chez la souris. Chers maîtres, chers membres de l'Académie de chirurgie, je suis ravie de vous présenter mon travail de recherche que j'ai effectué l'année dernière au Centre de recherche sur l'inflammation à l'unité INSERM 1149 sous la responsabilité du professeur Bonnard, chirurgien pédiatre, et du professeur Roger Denis, directeur de recherche. Donc, tout part d'une constatation clinique d'une pathologie bien connue du chirurgien pédiatre qui est l'entérocolite ulcéro-nécrosante. C'est une pathologie avec une physiopathologie complexe, avec une morbimortalité importante pouvant avoisiner les 100% dans les formes sévères. La célioscopie a une place prépondérante dans le traitement de cette pathologie puisqu'elle fait partie de l'arsenal thérapeutique et certaines équipes, notamment celle de Robert Debray, réalisent une célioscopie exploratrice à 48 heures d'échec du traitement médical bien conduit. Dans le suivi de ces explorations célioscopiques chez les prématurés, il a été remarqué que ceux qui avaient bénéficié de cette exploration avaient une baisse plus rapide du syndrome inflammatoire et une nette amélioration clinique. Ce pourquoi on s'est posé la question de l'effet du gaz insufflé et donc est-ce que l'utilisation de ce CO2 intrapéritonéal nécessaire à la célioscopie était engendrait cet effet anti-inflammatoire. Nous avons donc élaboré le projet suivant d'évaluer cet effet potentiel de l'insufflation intrapéritonéale de CO2 sur un modèle animal qui est la souris via une colite induite par du dextrane-sulfate sodium qui est actuellement le modèle animal le plus utilisé pour l'étude de l'inflammation intestinale. Le protocole était le suivant. Nous avons utilisé 45 souris balbecées qui étaient âgées de 5 semaines en adaptation pendant une semaine à l'animalerie. Nous avons remplacé l'eau de boisson par du DSS à 2% et nous avons réalisé 3 groupes de souris différents. Le premier groupe bénéficiait d'une insufflation intrapéritonéale de CO2, le deuxième d'une insufflation intrapéritonéale d'air et le troisième était uniquement exposé au DSS, pas d'insufflation. Nous avons réalisé cette expérimentation 3 fois dans l'année à 3 moments différents, avec 5 souris à chaque fois par groupe. L'insufflation était réalisée à J4 de l'induction de la colite et les souris étaient sacrifiées à J7. L'insufflation intrapéritonéale de CO2 était réalisée par l'intermédiaire d'un insufflateur de célioscopie classique avec des pressions entre 4 et 5 mm de mercure pendant 30 minutes sous anesthésie générale. Quant à l'insufflation intrapéritonéale d'air, nous avons utilisé une poire de tensiomètre et pour le groupe contrôle, nous avons uniquement procédé à l'introduction de trocars, enfin de cathéters qui faisaient office de trocars, qui étaient bouchés pour éviter les échanges d'air avec l'extérieur. Concernant les résultats, nous avons remarqué, comme attendu et décrit dans la littérature, une perte de poids dès J4 pour les souris exposées au DSS seules et ainsi que celles exposées à l'air. Par contre, nous avons remarqué que les souris exposées au CO2 avaient plutôt un gain de poids qui était significativement supérieur par rapport aux autres souris. Concernant le score clinique, nous avons analysé la consistance des selles, la perte de poids et la présence de sang dans les selles et nous avons remarqué que le score clinique des souris exposées au CO2 était significativement inférieur, signe de meilleure santé des souris. Lors du sacrifice, nous avons évalué la taille des côlons. Il faut savoir que de façon naturelle, le DSS a tendance à rétrécir la taille des côlons, ce que l'on a remarqué dans le groupe contrôle DSS seul. Et à contrario, les souris exposées au CO2 avaient un côlon de taille plutôt normale, aux alentours de 9 cm. Sur le plan macroscopique, on voyait aussi une nette différence avec un côlon qui était beaucoup moins inflammatoire que dans les 2 autres groupes. En s'intéressant au score histologique, bien décrit dans la littérature pour cette pathologie, nous avons remarqué un effet bénéfique en histologie avec un score significativement moins important pour les souris exposées au CO2. De même, nous nous sommes intéressés à la surface d'ulcération et en calculant le ratio de surface ulcérée sur la surface totale afin d'homogénéiser l'ensemble des analyses, nous avons remarqué que le pourcentage était bien plus faible chez les souris exposées au CO2, contrairement aux 2 autres groupes.
Nous avons confirmé ces résultats aussi en immunohistologie, puisque nous nous sommes intéressés aux marqueurs inflammatoires par l'intermédiaire de l'immunomarquage d'IL6, qui est une cytokine pro-inflammatoire, et ce marquage était nettement inférieur chez les souris exposées au CO2. Nous avons confirmé cette tendance avec l'analyse de la myéloperoxydase, qui est le reflet de la concentration des polynucléaires neutrophiles, qui était moins marquée en fait dans les côlons des souris exposées au CO2. Il faut savoir que le DSS entraîne une perte de mucosécrétion, comme on peut le voir sur la photo de droite. Et lorsque nous sommes intéressés aux côlons des souris exposées au CO2, en calculant et en comptant le nombre de cellules colorées en bleu alcyan, qui est le reflet de la mucosécrétion, nous avons remarqué un nombre significativement plus important dans les côlons de souris exposés au CO2. Et de même, avec une persistance de ces cellules dans les zones très très malades, les zones ulcérées, ce qu'on ne retrouvait pas dans les autres groupes. Nous avons confirmé ce résultat en immunohistologie via l'intermédiaire de MUC2 avec un immunomarquage bien plus important dans les souris exposées au CO2 en faveur d'une influence positive de cette exposition au CO2 sur la mucosécrétion. Concernant les mécanismes en cause, il y en a plusieurs qui pourraient être à l'origine de cet effet, notamment l'effet régulateur sur l'activité des polynucléaires neutrophiles et des macrophages péritonéaux, avec une activation de la production de cytokines anti-inflammatoires telles que IL-10 lors de l'exposition au CO2 et l'inhibition des cytokines pro-inflammatoires comme TNF-alpha ou IL-6. L'autre hypothèse serait que le CO2 régulerait négativement le stress oxydant en agissant sur différentes voies intracellulaires impliquées dans le contrôle du statut redox. Une autre hypothèse serait l'influence du CO2 sur la mucosécrétion, et c'est ce qu'on a retrouvé dans notre travail, en sachant que cette exposition au CO2 pourra être le reflet indirect de la réduction de la colite par l'intermédiaire du CO2 et donc de son activité anti-inflammatoire, ou alors un effet protecteur direct du gaz sur l'apoptose des cellules épithéliales, déjà décrit dans la littérature. Une autre hypothèse serait que le CO2 favoriserait la prolifération cellulaire et donc entraînerait cette persistance de mucosécrétion. La quatrième hypothèse serait que le CO2 interagit avec les voies de signalisation des TLR et notamment aurait une influence sur le stress du réticulum endoplasmique, et on sait que ce stress du réticulum a une influence sur la perte de mucosécrétion. Les perspectives de ce projet, c'est évidemment de réaliser un modèle murin d'entérocolite et d'évaluer cette insufflation de CO2, mais actuellement nous sommes bloqués, on est confrontés au blocage technique et éthique et légaux qui nous empêchent pour le moment de réaliser ce projet. Et enfin, nous nous sommes dit que cet effet anti-inflammatoire pouvait avoir une application en endoscopie digestive, notamment dans les Mickey, et nous avons réalisé une étude pilote sur 15 souris qui nécessite actuellement quelques réglages techniques et un nombre de souris plus importantes pour pouvoir exploiter les données. En conclusion, il faut savoir que cette exposition et cette insufflation intrapéritonéale de CO2 permet de diminuer la gravité des lésions induites par le DSS chez la souris. Elle permet l'amélioration des symptômes cliniques, la réduction de l'inflammation de la muqueuse et de l'infiltration immunitaire, et permet de préserver la mucosécrétion. Cela représente un réel enjeu thérapeutique qui reste maintenant à démontrer chez l'humain. Je vous remercie. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. J'en pose une juste pour commencer. Quelle est la durabilité de cet effet anti-inflammatoire, ou est-ce qu'il faudra plusieurs séances ? Je pense qu'il faut qu'on fasse plus d'études. Ça part vraiment d'une constatation clinique un petit peu, je dirais pas par hasard, et il faudrait qu'on refasse peut-être des sacrifices plus tôt pour voir si cet effet inflammatoire perdure est plus précoce ou perdure dans le temps, et donc laisser les souris plus longtemps exposées au DSS. Le problème, c'est que c'est un modèle de colite aiguë qui est décrit que sur 7 jours, et dès l'instant où on dépasse les 7 jours, on passe dans le modèle chronique, et surtout les souris, je pense, le toléreraient pas très bien. En tout cas, les souris contrôle ne le toléraient pas très bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
Non, c'est intéressant, ça pose beaucoup de questions, Bien sûr. effectivement, parce que d'abord, vous avez deux modèles différents. Je pense que l'entéroqualité Voilà, tout à fait. de nourrisson n'est pas du tout la même que celle de la souris. Ouais. Et donc, ça veut dire que ce traitement marche sur les différents modèles d'entérocolite. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. Vous avez des chiffres chez le nourrisson qui sont statistiquement valables, si vous avez comparé. C'est en cours de publication. Oui. Donc, Donc, vous pouvez juste me dire, répondre, les chiffres sont statistiquement valables ou pas? Il y a une tendance qui statistiquement est en cours d'évaluation. Oui. Les courbes sont pas parallèles entre le groupe contrôle qui est donc groupe laparotomie et le groupe qui a eu juste la célioscopie. Donc voilà, oui, c'est en cours de publication. Et est-ce que ces résultats cliniques permettraient peut-être de chanter même un travail expérimental et de dire on va faire un essai clinique comparant? C'est la réflexion que m'ont fait les modérateurs de mon jury de Master 2 et effectivement eux pensent qu'on peut du coup passer directement à un essai clinique. Après, restent les modalités légales qui et les comités d'éthique qui, je pense, seront peut-être un peu frileux, étant donné que c'est sur des enfants qui ont une pathologie grave avec une morbimortalité sévère. Donc voilà, mais c'est le projet, ouais. Merci. Mais en fait, c'est un paradoxe parce que le plan opératoire de gaz carbonique, il est utilisé sur des millions de personnes tous les jours à travers le monde. Et finalement, ça a été introduit par un Suisse en 1938. C'est Raoul Palmer ensuite, je ne raconte pas l'histoire. Et on s'est tout de suite projeté sur les effets cliniques, mais pas du tout sur les effets physiologiques de l'insufflation CO2. Alors on sait que ça donne une fibrinolyse transitoire, etc. Mais vous avez d'autres exemples des effets anti-inflammatoires sur d'autres pathologies ou même sur sepsis, il y a beaucoup les gens sains. Enfin, je veux dire, quel est l'effet physiologique? Alors sur les gens sains, je ne pourrais pas trop vous le dire, mais en tout cas il y a plein d'études in vitro et in vivo sur le sepsis où l'effet, l'insufflation une pré-insufflation avant sepsis pourrait protéger du sepsis en fait. Donc il y a effectivement plusieurs travaux en ce sens sur l'effet anti-inflammatoire. Après sur tout ce qui est immunitaire, on est encore dans le flou, quoi. On a plusieurs hypothèses. Le fait que l'exposition au CO2 pourrait modifier la production de radicaux libres, les superanions oxydés aussi, ça a une influence là-dessus. Il y a plusieurs papiers qui vont dans des sens un peu différents, mais tous sont assez d'accord pour dire qu'il y a quelque chose entre le CO2, l'effet anti-inflammatoire et probablement une régulation du système immunitaire. Alors, une des autres hypothèses à la mode actuellement dans le traitement des colites inflammatoires, c'est l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses, par exemple, et pour d'autres pathologies aussi. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça donne? Est-ce que c'était essayé dans le modèle DSS, par exemple? J'ai aucune idée là-dessus. Après, le laboratoire travaille énormément sur le modèle de colite DSS et c'est pour ça qu'on a commencé par ce modèle en se disant, voilà, si ça ne fonctionne pas, on arrête là et puis on n'essaye pas de faire le modèle d'entérocolite. Mais je ne sais pas du tout l'application en tout cas de l'insufflation de CO2 et cellules mésenchymateuses. D'accord. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci.